De retour dans l'African Newsroom, un nouvel invité nous a rejoint, Monsieur Issa Mansega Diawara. Vous êtes représentant de l'UPR en France et coordinateur des soutiens du président mauritanien. Bienvenue. Merci. Et toujours avec nous, Maître Ahmed Dieng, avocat. Je vous remercie. Et notre éditorialiste Jean-François Kandji-Koumbe. Tout de suite, le dossier du jour. Maure, Aratin, Peul, Wolof, voici quelques-unes des ethnies qui peuplent la Mauritanie, une diversité symbole d'une richesse historique et culturelle. Et pourtant, cette multiculturalité est également source de problèmes qui restent pour l'instant un frein à une unité nationale complète. Un reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Ndofina. À l'approche de l'élection présidentielle, la question de la cohabitation entre les différents groupes ethniques donne lieu à de vifs débats. Les différences ethniques et culturelles ont été pendant plusieurs décennies la source de nombreuses divergences en Mauritanie. Située entre le Maghreb arabe et l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie est l'un des pays les plus métissés du continent. On y retrouve deux grands groupements raciaux. Les Arabes composés des Maures et des Aratines, anciens esclaves, et les Négro-Africains, tous noirs de peau, et issus des ethnies Poulard, Soninké, Bambara ou encore Wolof. L'absence de derniers chiffres de recensement sur ces différentes ethnies ne permet pas de faire la lumière sur la représentativité exacte de chaque ethnie dans la société mauritanienne. Les divergences ethniques entre Mauritaniens noirs et blancs ne sont pas nées aujourd'hui, mais elles tirent leur source de l'histoire même de la Mauritanie bien avant la colonisation. Depuis lors, plusieurs actions ont été menées par les régimes qui se sont succédés pour consolider l'unité nationale sans toujours atteindre les résultats attendus. Il y a une intolérance totale en Mauritanie et malheureusement les leaders politiques jouent là-dessus. En Mauritanie, les gens ne considèrent pas un point de vue différent du leur. Généralement, les gens tiennent à leur point de vue et si vous n'êtes pas avec eux, ils vous considèrent comme étant contre eux. Or, vous pouvez ne pas être avec eux, mais ne pas non plus être du côté de leurs adversaires. L'unité nationale et la cohésion sociale, c'est le vœu de toute la classe politique mauritanienne. Et pour y arriver, certains préalables doivent être considérés. La détention du pouvoir politique et économique est le principal point de discorde entre les différentes ethnies représentées en Mauritanie. La population négro-africaine se dit aujourd'hui écartée de la gestion politique du pays. Il faut rappeler que cette discrimination s'étale dans le temps. Elle n'a pas commencé qu'avec Abdelaziz ou ceux qui l'ont. Elle a commencé du temps de l'indépendance, du temps de celui qu'on appelle le père de la nation, Mokhtar Ould Daddah. Il est à la base de notre malheur et de nos maux, de cette élimination et de cette discrimination. Maintenant, après Ould Daddah, les militaires sont venus. Et chacun des militaires a consolidé ce système-là. Nous l'appelons le système d'exclusion. Et une seule exception, ou deux exceptions qu'on ne peut pas gommer, c'est d'abord l'intermède de Khoura, qui a au moins reconnu notre identité négro-africaine. Et ensuite, le deuxième intermède le plus important, c'est Sidi Ould Cheikh Abdallah, qui a reconnu que ce pays, il est comment dirais-je, composé de Noirs et d'Arabo-Berbères. Il y a une communauté qui contrôle et le pouvoir économique, et le pouvoir politique, et le pouvoir militaire. Donc quand vous avez tout cela concentré au sein d'une seule et même communauté, ça pose problème. Entre 1989 et 1990, le conflit mauritano-sénégalais a obligé des milliers de citoyens mauritaniens à fuir vers le Sénégal voisin. Plusieurs centaines de négro-mauritaniens ont été démis de leurs fonctions dans le service public. Un grand nombre de citoyens noirs mauritaniens assimilés à des Sénégalais vont se réfugier au Sénégal, chassés de leur pays et n'ayant pour seule identité que celle de réfugiés. Les différents régimes qui se sont suivis en Mauritanie ont reconsidéré le problème en cherchant chacun à sa manière des solutions. Il y a eu de grandes erreurs. Et la première a été, je crois, vers 81 quelques, on a scindé l'éducation. Les arabophones noirs et blancs étaient obligés d'apprendre d'abord la langue maternelle, l'arabe. Les autres pouvaient opter pour le français. Et à une période, et puis après prendre l'arabe. Dans le but de consolider les liens entre les citoyens négro-africains et arabes, le gouvernement mauritanien a mis en place en 2006 la Commission nationale des droits de l'homme. La présidente de cette commission estime que l'État est à l'écoute de sa population. Pour elle, la diversité ethnique et culturelle est un avantage pour la démocratie mauritanienne. S'il y a un problème quelconque de violation des droits de l'homme, s'il y a des revendications, nous les prenons en compte de la même manière et de façon absolument uniforme, quelles que soient les revendications d'où qu'elles viennent.
il n'existe pas de problème dans une ethnie séparée plus qu'une autre. Il existe des problèmes de pauvreté, il existe des problèmes de revendication. Et c'est tout à fait normal lorsqu'on les entend de cette manière, parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable démocratie en Mauritanie qui s'exprime dans sa diversité, qui s'exprime jusqu'au part de la présidence de la République. Le 25 avril 2014, une centaine de rapatriés négro-mauritaniens du Sénégal ont entamé une marche de Bogué vers Nouakchott, 320 km. Objectif, dénoncer les conditions de leur rapatriement et le refus des autorités mauritaniennes de leur restituer les terres et les maisons qu'ils avaient perdues depuis les événements de 1989. Certains d'entre eux regrettent d'être revenus du Sénégal, à juste titre. Parce qu'au Sénégal, le gouvernement sénégalais, le peuple sénégalais les a accueillis à bras ouverts, les a reçus. Leurs enfants étaient inscrits dans les écoles sénégalaises, ont pu suivre le cursus normal jusqu'à, d'ailleurs, certains parmi eux ont pu être les majors dans les examens qui se sont passés au Sénégal. Les négro-mauritaniens continuent de dénoncer les discriminations faites à leurs égards. Les problèmes qu'ils rencontrent ne sont pas seulement relatifs à leur rôle dans la gestion du pays, mais aussi à la nationalité. Les difficultés rencontrées dans l'obtention des documents d'état civil ont conduit à la création du mouvement « Touche pas à ma nationalité », un mouvement qui met en doute la fiabilité du processus d'enrôlement actuellement en cours dans le pays. Au début de l'opération d'enrôlement, quand vous veniez, vous êtes noir, négro-mauritanien, on vous demandait par exemple de parler hassaniya, on vous demandait si vous connaissiez tel ou tel fonctionnaire de l'État, si vous connaissez telle ou telle partie de la Mauritanie, etc. On vous demandait aussi par exemple de réciter le Coran pour prouver votre mauritanité. Donc le problème c'est que quand vous êtes noir mauritanien, vous êtes obligé de prouver votre mauritanité. Les Maures, les Wolofs, les Poulars, les Soninké sont entre autres les différentes ethnies représentées en Mauritanie. Une présence multiethnique qui représente le reflet de l'histoire de la Mauritanie. Et c'est une fierté pour la Mauritanie qui s'exprime de façon plurielle. Moi, mon prédécesseur était négro-africain et j'étais fière de lui et aujourd'hui je suis là. Je crois qu'il ne faut pas voir un problème là où il y a des manipulations de l'ordre du politique. Quelle solution trouver aux frustrations rencontrées par les négro-mauritaniens quant à la gestion politique et économique du pays? Certains analystes proposent l'organisation d'états généraux sur la question des droits des Noirs mauritaniens. Si il y avait des campagnes de communication sociétale qui mettaient l'accent sur les points communs aux Mauritaniens, à savoir la religion musulmane, à savoir un espace commun, à savoir une histoire commune, à savoir un passé où des populations négro-africaines et arabes se sont liguées contre d'autres populations, soit négro-africaines, soit arabes, avant la période coloniale. Et où surtout, on ne chercherait pas à mettre en exergue ce qui oppose les uns et les autres et adresser une partie des populations contre l'autre partie des populations, mais on chercherait plutôt une convergence à la fois en intra et en extra. L'absence d'un véritable débat sur les questions liées à la représentativité ethnique dans les instances de prise de décision, la nationalité ou encore la résolution des problèmes des anciens rapatriés a permis aux frustrations des uns et des autres de perdurer au point où elles représentent aujourd'hui une urgence. Le 21 juin prochain, les électeurs mauritaniens seront appelés à élire celui qui dirigera le pays pendant les 5 prochaines années. Les questions de l'unité nationale et de la cohésion sociale font partie des thèmes de campagne de 3 des 5 candidats au scrutin. Monsieur Diawara, est-ce que le pouvoir mauritanien est conscient du malaise d'une partie des Mauritaniens? Ce que je dois signaler en premier lieu, c'est de souligner que les problèmes de cohabitation sont des problèmes qui existent au sein de tous les pays et au sein de toutes les communautés. Il n'y a pas de problème particulier entre une communauté et une autre qui n'existe pas dans une communauté à son sein propre. Ça, c'est la première chose que je voudrais pointer. La deuxième chose, effectivement, l'histoire de la Mauritanie a été un peu sombre à une époque avec le régime de Oultaya. Il y a eu des déportations et c'est le lieu ici de dire que c'est le président Mohamed Ould Abdelaziz qui, le premier, a fait le vœu de pardon à Kaïdi. C'est un acte qui est posé vers la réconciliation, vers la cohésion nationale.
Par ailleurs, il a promis un certain nombre de politiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, lors du dernier dialogue, qui a été inclusif, dans le sens où ça a impliqué d'autres partis aussi de l'opposition, au sein de la Constitution, la diversité a été mentionnée un caractère gras. Ça souligne en tout cas la volonté du président de la République de donner à la Mauritanie sa dimension multiculturelle, sa diversité, la diversité aussi qui est reconnue, les langues nationales qui ont été mentionnées également dans ces modifications constitutionnelles, où il a été dit qu'elles devraient être valorisées. Donc c'est là un certain nombre de mesures, y compris aussi des politiques nationales de lutte contre la discrimination qui sont en place. Il y a la création de l'Agence nationale de lutte contre l'esclavage et contre aussi la pauvreté. Et le retour des déportés, où 24 000 ont volontairement regagné la Mauritanie et qui ont été indemnisés pour la plupart, et certains d'entre eux ont été réintégrés. Donc tout en train de mesures qui ont été prises par le président de la République et qui montrent sa volonté en tout cas de raffermir la cohésion nationale. Maître Diène, est-ce que vous pensez que l'État mauritanien, en tout cas les mesures qui sont prises, sont suffisantes? Écoutez, les mesures qui sont prises vont, je crois, dans le bon sens. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même cette question, très souvent, elle est biaisée dans la manière même de poser la question. Parce que parler en Mauritanie de population noire ou de population blanche, ça n'a absolument aucun sens. Et très souvent, en fait, les gens confondent les ethnies avec donc la couleur de peau, ce qui n'a rien à voir. Il y a, en fait, il faut plutôt partir, je crois, d'une autre analyse, c'est-à-dire tout simplement, il y a un problème de langue. Ce n'est pas un problème en vérité, seulement il y a des langues différentes. Effectivement, il y a un ensemble que, auparavant d'ailleurs, on appelait Maure, tout simplement, et qui est un terme, je crois, qui reflète beaucoup plus la réalité de cette partie de la population mauritanienne qui est de langue arabophone, mais qui, auparavant, se faisait appeler par les Français Maure. Et ce terme Maure, je crois, reflète beaucoup plus la diversité, même culturelle, de cet ensemble-là, et montre, bien entendu, que c'est des populations berbères qui ont été mélangées avec des populations noires et qui ont hérité d'une langue en fait arabe, ce qui ne fait pas des ressortissants d'autres pays que de leur pays, à savoir la Mauritanie, qui à la base est un pays riche culturellement. Et je crois que tous ceux qui aujourd'hui prennent un discours de division viennent plutôt pour se servir du problème et non pas pour servir la solution. Je crois que tous les Mauritaniens doivent savoir tout simplement qu'ils ont toujours cohabité, qu'ils ont des valeurs réelles, communes autour desquelles ils peuvent très bien s'entendre pour contribuer à la construction de leur pays. Même si ce train de mesures-là va dans le bon sens, il va de soi que c'est un problème de longue haleine parce que c'est tout simplement un problème d'inégalité économique et à la base aussi un système africain, c'est un système négro-africain. Le système de stratification sociale qui existe en Mauritanie est un système qu'on ne connaît pas dans les pays arabes limitrophes et donc c'est un système typiquement africain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement en fait qu'il y en a qui essayent effectivement de se servir de ces problèmes-là donc à des fins politiciennes ou à des fins de division du pays et en fait je crois que ce train-là participe d'une prise de conscience d'un ensemble d'inégalités économiques et sociales qu'il faut gérer et qui traverse toutes les composantes de la société mauritanienne. Alors Jean-François, que dire justement des inégalités actuelles ? Alors, avant de dire quoi que ce soit, je dois d'abord préciser à nos téléspectateurs que je ne suis pas mauritanien et que je ne parle pas non plus du point de vue de mon voisin qui représente l'un des partis aux élections actuelles. Donc, ma position, mon point de vue sera forcément un point de vue extérieur. Et je dois dire que, pour répondre maintenant à votre question, c'est une question qui n'est jamais simple.
moi, je partirais de deux considérations. La première, c'est que les Mauritaniens, comme dans d'autres pays où il y a un pluralisme culturel, ethnique, etc., les Mauritaniens sont des Mauritaniens, ils sont condamnés à le demeurer, à rester dans le même pays. C'est mon premier point de départ. Le deuxième, c'est que dans ces conditions-là, il faut pouvoir prendre les problèmes qui ont été exposés tout à l'heure dans le reportage, prendre ces problèmes-là de façon positive pour construire des solutions de sortie de crise, si crise il y a. Donc, à partir de ces deux données-là, moi, je suis aussi, moi, convaincu que je ne sais pas quelle est la valeur qu'il faut prêter à ce qui a été dit dans ce reportage. Il y avait un peu de tout, mais lorsqu'il y a des représentants d'une population ou des membres de cette population qui ressentent ce qu'ils ressentent, ça ne peut pas, il n'y a pas de fumée sans feu. En tout cas, il faut y prêter attention parce que c'est aussi une des conditions de la paix sociale de demain. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de leçon à donner à la Mauritanie parce que tous les pays, tout pays qui existe en Afrique ou ailleurs, a des problèmes lorsqu'il s'agit de définir son identité. La définition de l'identité est une question majeure et une question sensible. Et dans tout pays, on connaît ce genre de difficultés-là et on a, avec son passé, des difficultés également. Et l'un des éléments de la discussion, du débat qui devrait être ouvert, et je suis assez d'accord avec Maître de ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'ouvrir la discussion et d'ouvrir un dialogue, ce qui a déjà, semble-t-il, déjà été commencé à faire avec le dialogue inclusif, ouvrir un dialogue entre toutes les composantes de la société, mais ouvrir ce dialogue-là également en ayant un diagnostic commun et en posant un regard lucide sur le passé qu'il faut solder avant de partir vers autre chose, ne serait-ce que pour des raisons de vérité historique et de rappel historique de ce qui s'est passé, qui ne doit plus exister. Il est vrai que la Mauritanie a déjà fait beaucoup de pas dans les textes, la Constitution, on pourrait citer aussi les législations, notamment la législation de 2007 sur la criminalisation de l'esclavage et de la pratique de l'esclavage notamment, qui a fait cette législation dans son exposé des motifs, je crois, une œuvre qu'on ne souligne jamais assez. L'exposé des motifs rappelle que l'objectif, c'est de faire, de passer le cap, oublier le passé, l'ensemble de ce il s'agit de réagir contre des pratiques anciennes qui peuvent continuer encore aujourd'hui, mais je pense que c'est le chemin qu'il faut suivre. Ce sera une épreuve de longue haleine, mais il faut faire confiance à l'ensemble des Mauritaniens en rappelant ce que je disais au départ, ils sont condamnés à vivre ensemble et à vivre en tant que Mauritaniens dans une même nation. Donc il faut qu'ils le construisent. Alors Jean-François, justement, vous parliez de solder les actes du passé. Certaines personnes dans le reportage évoquent l'idée d'états généraux sur cette question. Est-ce que c'est envisageable, M. Diawara? Pourquoi pas? Je pense que la solution la plus viable dans des situations de ce type est bien entendu le dialogue. Peu importe la forme que cela peut prendre. On peut parler d'états généraux, on peut parler de conférences nationales, on peut utiliser d'autres vocables. En tout cas, de mon point de vue à moi, il n'y a que par le dialogue qu'on peut arriver à préserver la paix et à aider à la construction de notre nation. On a vu des pays tels que l'Afrique du Sud, tels que le Maroc, qui ont eu des problèmes plus graves que les nôtres, mais à travers des commissions qui sont parvenues à se retrouver ensemble, à dialoguer et avancer. Donc il ne sert à rien de rester là, à critiquer, à souligner des problèmes. Ce qu'il faut plutôt, c'est, une fois qu'on a dit ça, de se mettre autour de la table, d'évoquer toutes les questions qui clivent et que chacun propose en tenant compte bien sûr des différents pôles, à la fois politiques et des mouvements de droits de l'homme qui existent. Et cela témoigne, je le souligne au passage, l'approfondissement aussi de la démocratie mauritanienne. Parce qu'aujourd'hui en Mauritanie, il y a tout un tas de mouvements qui existent, qui s'expriment librement et qui aident aussi à ce que des idées soient trouvées pour
aider à ce que la cohésion nationale, qui est vraiment notre rêve à nous tous, puisse être retrouvée. Alors justement, en parlant de mouvement, dans le reportage, on a vu un représentant du mouvement Touche pas ma nationalité qui évoquait dans le processus d'enrôlement des questions différentes selon l'ethnie. Je pense que cette question a été un peu galvaudée en réalité. C'est quoi l'enrôlement? L'enrôlement est parti d'un principe et d'une philosophie qui est de sécuriser l'état civil mauritanien. À cet égard, bien entendu, il n'y a pas de facilité. Il y aura un certain nombre de règles qui vont être mises en place et qui ne vont pas être faciles, telles que le Mauritanien les concevait par le passé. Ces règles, c'est de créer des cases par lignage, de sorte que toute une famille se retrouve ensemble. Et que de cette manière, si un monsieur ou une dame alpha se retrouvait seul quelque part, qu'on puisse dire, il y a matière à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui veut s'introduire de manière tout à fait illégale dans notre fichier et de l'écarter? Donc, au fond, tous les problèmes qui sont soulevés autour de cette question sont des problèmes un peu secondaires. Moi, je n'ai pas été témoin d'un cas où on aurait demandé à un négro-mauritanien de réciter le Coran ou je ne sais, de rappeler quel autre personnage de l'histoire qui appartiendrait à l'ethnie. Donc pour vous, le pouvoir n'est pas au courant en tout cas de questions qui seraient différentes selon les ethnies? Le pouvoir est tout à fait conscient de ce qui existe en Mauritanie, ça c'est une évidence. Mais je dis que la nature des problèmes telle qu'elle est posée ne correspond pas à la réalité. La réalité est que le pouvoir travaille à la sécurisation de l'état civil mauritanien. Et je pense aussi que la Mauritanie, dans son ensemble, adhère à cette idée, y compris dans la diaspora où on a vu beaucoup de manifestations autour de cette question. Merci messieurs, on va marquer une nouvelle pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.